Ah, ça va bien parce qu'ici en Aquitaine, on est assez peu touché par le coronavirus pour l'instant. Donc ça va bien. On est confiné comme tout le monde et on essaie de le respecter au mieux. Donc pas de souci à court terme. Actuellement, cela m'évoque un formidable gâchis, en fait, un gâchis de voir tous ces moyens qui sont des avions stationnés sur les pistes, des rues quasi désertes dans lesquelles on voit des alignements d'automobiles qui prennent la poussière, ou alors certainement beaucoup de navires qui sont amarrés au port sans pouvoir en bouger, faute de commandes. Donc ça, c'est un formidable gâchis. Après, un deuxième sujet quand même sur les transports, c'est le fait que on voit que la mondialisation un petit peu nous explose à la figure. C'est-à-dire que jusqu'ici, la mondialisation, c'était quand même beaucoup de textes. Hein, on était informé du fait qu'elle se déployait. Mais on se rend compte avec le coronavirus qu'il y a plein de domaines dans lesquels on est complètement dépendant, absolument pas résilient. Alors, c'est l'histoire des masques, par exemple, en France, mais c'est aussi l'histoire des médicaments, où le grand public a appris que des médicaments extrêmement basiques n'étaient même plus fabriqués en France, ou alors quand ils l'étaient, c'était avec un principe actif qui arrivait de très très loin. Donc vraiment, pas, voilà, le côté peu résilient de la mondialisation. Et puis récemment, on avait d'un côté le président de la République qui appelait au confinement à rester chez soi, et puis son ministre de l'Agriculture qui disait venez dans les champs, il me faut absolument 100 000 personnes pour ramasser les fruits et les légumes, parce qu'on se rend compte que cette agriculture intensive moderne, disons, elle dépend de travailleurs low cost qui viennent de pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Sud, pour venir ramasser à des salaires assez dérisoires pour un Français. Et notre agriculture, donc les frontières sont fermées, ces gens-là ne sont pas là. Et qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les fruits et les légumes, ils vont pourrir sur pied, faute de main-d'œuvre, alors que par ailleurs, on a des gros soucis de chômage. Et au nord de Bordeaux, par exemple, on a beaucoup de territoires viticoles très connus qui pourtant correspondent à ce qu'on appelle le couloir de la pauvreté. C'est-à-dire, historiquement, il y avait beaucoup d'emplois pour travailler dans la vigne et petit à petit, ces emplois, pareil, finalement, se sont fait attribuer à des travailleurs saisonniers qui arrivent de très loin, enfin, qui arrivaient de très loin pour des salaires extrêmement modestes, dans des conditions relativement précaires. Mais voilà, aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on est certainement allé trop loin dans tout ça et qu'un retour à la terre serait peut-être bienveillant. Oui, alors il y a deux parallèles très, très différents. Déjà au 19e siècle, on avait, bien avant l'OMS, qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien avant, on avait des conférences internationales entre les médecins qui s'organisaient dès le 19e siècle, dont le premier sujet était la propagation des épidémies, on va dire la peste, le choléra. Et au 19e, dans la conférence de Constantinople de 1866, pour la première fois, il y a eu une unanimité sur le fait de déclarer dans un article que les navires marchands qui se développaient ainsi que les chemins de fer allaient permettre dans le futur une propagation plus rapide de ces maladies et que ça allait devenir un problème. Donc, et les médecins épidémiologistes de l'époque étaient unanimes pour statuer là-dessus dans les années 1860. Et puis, c'est peu après que le canal de Suez s'ouvre et les Anglais, qui à l'époque maîtrisent trois quarts du commerce mondial, ne veulent absolument pas entendre parler d'un quelconque contrôle sur leurs navires dont on pourrait craindre qu'ils ramènent en fait le choléra d'Asie. Ils ne veulent pas en entendre parler alors qu'il y a des épidémies régulières. Ce n'est que 25 ans plus tard qu'ils accepteront qu'il y ait des contrôles sanitaires et qu'éventuellement certaines personnes, voire un navire complet, soient mis en quarantaine à l'entrée du canal de Suez. Ce qu'ils voulaient, c'était surtout ne pas questionner la progression du commerce international, fût-ce pour constater qu'une épidémie se propageait par ces moyens de navigation. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, très différent, il date de l'époque de la naissance de l'automobile, en fait. Donc, l'automobile moderne, qui est née à Paris, on va dire, à la fin du 19e siècle. Et même si les premières automobiles fumaient beaucoup, on avait des chimistes, un chimiste français qui avait déjà proposé des pots catalytiques sur les voitures pour dire attention, ces fumées peuvent être, elles sont nauséabondes, elles peuvent être dangereuses si les automobiles se multiplient.
Et en fait, il n'a pas du tout été coupé parce que la préoccupation de l'époque, c'était les bactéries qui étaient dans les poussières et qui étaient soulevées par les roues des voitures plus rapidement que les carrosses des chevaux. Et donc, la solution technique, ça n'a pas été de traiter les fumées des gaz d'échappement, mais ça a été de bitumer les routes. Donc, à l'époque, l'automobile était vecteur de bactéries et vecteur de maladies. C'était comme ça qu'elle était perçue dans la population. Oui, en Italie, effectivement, dans le nord de l'Italie, on a pu constater qu'il y avait une relation entre des bassins qui étaient historiquement pollués, hein, essentiellement par l'industrie, mais aussi par les transports, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens malades et ensuite beaucoup de décès. Alors, ces études, a priori, indiquent que, mais en fait, les gens ont des poumons qui sont affaiblis depuis plusieurs années. Ils sont, on va dire, un petit peu contaminés par cette pollution de l'air extérieur. Et du coup, cette faiblesse engendre plus de morbidité. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y en a un deuxième. Alors le deuxième, il a été soulevé, il reste à confirmer, mais il est assez terrifiant. C'est le fait que les particules qui sont en suspension dans l'air pourraient être un support de la propagation du virus. C'est-à-dire que, on va simplifier, quelqu'un qui tousse dans un environnement pollué par les particules, il y a quelques virus de coronavirus qui vont se déposer sur des particules en suspension et qui, avec le vent, vont pouvoir se propager sur quelques kilomètres et contaminer quelqu'un qui va respirer l'air, pas du tout à 2 mètres de distance, mais à quelques kilomètres, quelques dizaines de minutes plus tard. Et ça, c'est assez terrifiant parce qu'on parlait tout à l'heure des conférences sanitaires internationales du 19e siècle. Et à l'époque, il y avait au 19e siècle des gens, des médecins, qui pensaient que c'était peut-être le mauvais air, texto, le mauvais air qui propageait certaines maladies. Alors après, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça, que c'était des bactéries. Et là, en fait, en pensant que les particules pourraient être le support du coronavirus, on revient un petit peu à une grosse crainte du 19e siècle, qui est le fait que ça soit le mauvais air qui participe à la propagation de la maladie. Alors, bon, même si c'était vrai, ce que j'ai pu en lire, c'est qu'il serait probable que ce soit quand même un mode de propagation, s'il était avéré, qui serait peut-être relativement négligeable par rapport au mode de propagation classique qui consiste à éternuer sur quelqu'un à proximité ou à toucher un objet qu'une personne infectée vient de toucher et vient de contaminer. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que la crise sanitaire actuelle, est-ce que c'est juste une parenthèse de l'histoire qu'il va falloir rapidement refermer et oublier comme l'ont été beaucoup d'épidémies au XXe siècle? Les historiens bataillent aujourd'hui pour essayer de correctement les documenter. Ou alors est-ce que ça va être véritablement un changement de paradigme? Ce qui est assez étonnant, c'est que les dirigeants, ils écoutent depuis quelques semaines, plusieurs mois, ils écoutent strictement ce que disent les médecins épidémiologistes en suivant exactement leurs préconisations avec juste quelques jours de retard, alors que dans le cas de l'effondrement de la biodiversité ou du changement climatique, ça fait 40 ans que les scientifiques ils tirent la sonnette d'alarme et ils sont à peine écoutés. Il y a des beaux discours derrière, mais il n'y a aucun infléchissement des politiques et les émissions de gaz à effet de serre, comme les continuent d'augmenter et les polluants ne sont pas résorbés. Et il y a finalement un formidable paradoxe derrière cette épidémie de coronavirus, qui est le fait que tout le monde a envie qu'on trouve qu'un médicament existant, qu'un vaccin existant, ou l'ensemble des deux, je ne sais pas, d'ici 2 semaines ou 3, baisse fondamentalement le danger, et à ce moment-là, on pourra refermer cette parenthèse. L'ennui, c'est que si ça se produit, ça va alimenter le messianisme technologique, qui est la raison pour laquelle le coronavirus, lui, on n'a que 15 jours pour traiter, on va pas développer un médicament en 15 jours. En revanche, le changement climatique et traiter les pesticides, ça peut attendre peut-être plusieurs années. Et à ce moment-là, on pense qu'il va y avoir une technologie qui va apparaître, il y a plein de chercheurs. À ce moment-là, on va résoudre le problème sans véritablement le traiter à sa source. Donc, ce paradoxe où on aimerait qu'à court terme, on trouve la solution, mais de notre côté, si on ne la trouve, cette solution, qu'avec un vaccin dans un an, d'ici là, il y aura une hécatombe sanitaire, une hécatombe économique, les deux s'alimentant l'une l'autre, et on sera dans une décroissance complètement subie et qui sera digne d'un État totalitaire, tel qu'on en voit aujourd'hui les prémices de quelque chose qui est provisoire mais qui pourra durer, au lieu finalement de se contenter de quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant, qui serait une décroissance mais organisée. Voilà. Oui, alors
Le télétravail, sur l'instant, on peut se dire, ah bah tiens, on va faire moins de domicile travail. Alors, les études jusqu'ici ont plutôt montré qu'il y avait un effet rebond, c'est-à-dire que les gens qui partaient en télétravail, par exemple, la moitié de la semaine, étaient tentés au bout de quelques années, enfin assez rapidement, au bout de quelques années, d'aller s'installer plus loin de leur travail, puisque finalement, ils raisonnent sur un temps de transport domicile-travail hebdomadaire. Donc, quelqu'un qui va télétravailler 2 à 3 jours par semaine, il va être tenté d'aller habiter 2 fois plus loin. Alors, on se doute qu'il va y avoir des conséquences du télétravail, parce que là, il y a une expérimentation de masse. Alors, il y a deux sujets, je pense, derrière dont on parle déjà. Il y a d'une part les urbains qui disposent de résidences secondaires, donc une frange assez privilégiée. Par exemple, aujourd'hui, les Parisiens, il y en a 17% au moment du confinement qui ont fui la capitale pour aller s'installer dans des résidences secondaires. Bon, entre parenthèses, prenant le risque de disséminer sur toute la province le virus. Mais à part cela, ces gens-là, ils ont pour beaucoup expérimenté depuis leur lieu de villégiature le télétravail et peut-être qu'ils vont se dire après coup, ah ben finalement c'est pas mal, je vais peut-être m'installer plus souvent comme ça et aller au travail 2 fois par semaine, mais du coup en faisant des trajets beaucoup plus longs. Donc cet effet rebond va peut-être s'appliquer là. Et puis il y a un deuxième sujet aussi, ce sont pas mal de personnes qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir fuir, qui se posent déjà des questions depuis pas mal d'années à vivre entre quatre murs assez serrés dans des petits appartements environnés de béton et de bitume, et pour qui le confinement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui ont une envie d'aller peut-être s'installer à la campagne, soit pour aller travailler dans l'agriculture ou pas forcément, et quitter le monde urbain, un petit peu comme un exode urbain qui serait le ressac d'un exode rural beaucoup trop prononcé. Peut-être qu'on assistera à ça, il faudra voir dans les années à venir. Ouais, le premier pas à faire, ça serait admettre la contre-productivité technique et sociale de l'expansion hégémonique des transports. Voilà, ce serait le premier sujet. Derrière cela, ça signifie qu'on a toute une batterie réglementaire à revoir, beaucoup plus intrusive que ce qu'elle est aujourd'hui, qui remettrait clairement en question pour l'ensemble des transports, hein, qu'ils soient aériens, routiers, maritimes, sur traitant le problème des gabarits, des puissances excessives, de la vitesse et aussi du nombre. Le nombre, c'est un point important. Dans Hervor, j'explique qu'il faudrait mettre en place la propriété foncière mobile qui consisterait à plafonner en fait le nombre d'avions, le nombre de voitures, tout cela par catégorie, un petit peu comme c'est le cas dans la logique foncière où on ne peut pas voir un terrain vague quelque part, s'installer parce que simplement on a planté 4 piquets. Non, il faut passer chez un notaire. Le foncier, ça n'est pas, ça n'est pas à qui le premier va dessus, comme c'était le cas au Moyen Âge. Donc en fait, il faudrait mettre ça en place sur les transports, et de sorte que finalement le marché des nouveaux transports, ça ne soit pas éternellement, essentiellement un marché du neuf ou avec une quête d'augmentation perpétuelle des volumes et donc de croissance du parc, mais avec un parc fixe, on serait dans une logique de renouvellement qui signifierait que la priorité irait à la fois vers donc des transports substitutifs, des transports qui seraient moins émissifs, qui se substitueraient aux plus polluants, à la fois sous la forme de véhicules neufs au sens général, mais aussi de réhabilitation. C'est-à-dire que dans l'automobile, par exemple, il faut voir le nombre d'années où on a vu des primes à la casse pour aller, parce qu'on jugeait qu'une voiture était polluante, on va la mettre à la casse pour en fabriquer une neuve. Alors que finalement, ça serait quand même bien plus simple de changer le moteur. Donc, on a tout un marché qui aussi serait un gisement de main-d'œuvre très important, qui consisterait à ne pas mettre à la benne les véhicules qu'on juge polluants, mais simplement substituer leurs organes par des organes modernes pas très polluant. Voilà. Donc, c'est tout un business du transport à revoir, un état d'esprit à refonder complètement. Oui, alors, je vais prendre celui-là. Alors, celui-là, j'ai choisi de vous lire voilà, un passage d'Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes. Alors, c'est dans le chapitre dédié à l'avion. Alors là, il dit notamment que l'avion n'est pas un but, c'est un outil, un petit peu comme la charrue. Bon, ça, on connaît bien cette citation, mais je vais vous lire le début et la fin d'un autre paragraphe, qui est page 59. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs
que nos jouets neufs émerveillent encore. Et un petit peu plus loin, ainsi, dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir les hommes à l'établissement des voies ferrées, à l'érection des usines, au forage de puits de pétrole. Nous avions un peu oublié que nous dressions ces constructions pour servir les hommes. Notre morale fut, pendant la durée de la conquête, une morale de soldat, mais il nous faut maintenant coloniser. Il nous faut rendre vivante cette maison neuve qui n'a point encore de visage. La vérité pour l'un fut de bâtir, elle est pour l'autre d'habiter. Voilà, alors on est très en retard parce que ça a quand même été publié en 1939, donc on a presque un siècle de retard, mais j'ose espérer qu'il n'est pas trop tard pour bien faire.